Bonjour à tous. Bonjour, je vais vous laisser quelques instants pour arriver et nous rejoindre pour ce premier talk show de l'année 2021. On va laisser les personnes arriver. Donc on est en direct de nos bureaux, cabinets, hackers, patrimoine, conseil en gestion de patrimoine, domicilié dans le Tarn à Gaillac. Je suis Magali Maté, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis l'une des gérantes du cabinet depuis cette fin d'année 2020. Salut David! Encore un petit peu, quelques instants pour nous rejoindre. Je vais vous laisser quelques temps. Je vous rappelle que le temps que les personnes arrivent, que tous les mois, nous allons aborder une thématique qui va être différente. Pour vous donner au maximum de l'information sur les différentes thématiques que nous pouvons aborder au sein du cabinet Hacker Patrimoine et notamment dans notre métier qui est le conseil en gestion de patrimoine. Ce premier mois donc s'achève le mois de janvier sur lequel nous avons abordé, nous avons traité par le biais de publications, d'articles, de live et de vidéos les sociétés d'exploitation qui sont autres que la SARL et la SAS. Donc aujourd'hui on va faire le comparatif entre ces deux pour vous éclairer un petit peu sur ces choix-là parce que de plus en plus de clients nous demandent de l'information. Mais pourquoi en s'installant, on m'a conseillé plutôt de faire telle structure juridique pour mon activité, un SAS ou le URL. Donc on va aller voir tout cela dans le détail, mais surtout aujourd'hui c'est un talk show, donc le but c'est de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions dans les parties commentaires de manière à ce je puisse interagir avec vous sur ces éléments-là. Sur le mois de février, je vais vous faire un petit peu de teasing. Qu'est-ce qui va se passer en février? Nous allons aller aborder la partie investissement en immobilier. Sous quelle forme faut-il acheter son patrimoine immobilier? Selon que l'on achète en nu, en meublé, en bien de famille ou non. On va aller voir tout cet environnement-là et on va aller le traiter aussi sur la thématique des sociétés. Allez, on va commencer par ce petit match entre EURL et SASU ou SARL, SAS. Du coup, quelle est la différence que nous allons avoir par rapport à tout cela? Tout d'abord, le statut des dirigeants. Dans une URL comme une SARL, les personnes qui sont en gérant, co-gérant, ont un statut de travailleur non salarié automatiquement. Du coup, en termes de cotisation, de charges, ce ne va pas être la même chose que si nous sommes en SAS ou SASU, puisque sur les sociétés par action simplifiée, on va être assujetti à des personnes, on est considéré par la sécurité sociale comme des personnes assimilées salariées, c'est-à-dire que vous allez bénéficier sous ce régime de SAS des mêmes droits qu'un salarié. Vous allez dépendre de la sécurité sociale, vous allez avoir le même niveau de couverture en cas d'arrêt maladie, de maintien de salaire, sauf que vous ne cotisez pas pour le chômage. Donc vous allez vous retrouver avec des taux de cotisation qui sont bien plus conséquents que si vous êtes sur un statut de TNS, travailleur non salarié. Travailleur non salarié, on est relié à la sécurité sociale des indépendants, on ne cotise pas de la même manière que sur un assimilé salarié. Du coup, pour faire ce complément de cotisation, il est important de devoir aller s'assurer de manière indépendante pour tout ce qui va être maintien du revenu professionnel, mais également en cas d'invalidité, en cas de tout ce qui est arrêt de travail, d'accident, d'hospitalisation et au niveau santé également. C'est un point qui est très important. Souvent, des personnes étaient sur des statuts de SARL, sur ce statut de travailleur non salarié, et pas mal d'experts comptables ou d'autres conseils ont décidé de dire à leurs clients « passez sur l'autre statut ».
Pourquoi il y a eu ces bascules-là? Souvent, c'est des problématiques de gestion ou de rappel de cotisation. Il y a eu par le passé, avec le ex-RSI, des rappels de cotisation qui étaient faits qui n'étaient pas forcément justifiés. Ou alors, l'entrepreneur n'était pas forcément conseillé ou n'avait pas assez anticipé les charges sociales qu'il devait régler. Du coup, ça permettait des fois de faire des régularisations qui étaient énormissime, colossal. Pour ma part, si je n'avais pas été bien accompagnée par mon expert comptable, j'aurais dû régler la modique somme de 25 000 € pour ma première année d'exercice alors que je m'étais prélevé 0. Voilà, donc c'est ça aussi l'interaction et de trouver ces bons partenaires qui nous accompagnent quand on est indépendant. La différence sur le statut quand on est assimilé salarié, c'est que les cotisations sont fermes. On prélève 1000 €, on a un peu plus de 600 € de cotisations de charges sociales qui nous sont prélevées. Entre 600 et 650 € de moyenne, alors que sur le statut EURL, on va avoir plutôt, sur 1000 €, on va avoir entre 430 et 450 € en moyenne qui vont être prélevés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de pouvoir provisionner vos dépenses et vos charges comme vous pouvez le faire avec votre TVA. Ces charges-là, vous vous prélevez 1000 €, vous mettez 500 € de côté. Au moins, vous êtes sûr sur un compte à part, voyez-le avec votre expert comptable. Comme ça, c'est provisionné et c'est acté. Vous n'avez pas de surprise, vous n'avez pas de régularisation notoire que vous constaterez sur votre exercice. Salut Audrey, merci pour ton commentaire. Bonjour Nicolas, je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Salut Anaïs, j'espère que ça va. Voilà ce qu'il en est au niveau des statuts. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. J'ai oublié aussi de vous préciser qu'en tant qu'assimilé salarié, vous cotisez à la retraite par le système de répartition. Un travailleur non salarié n'y cotise pas. Donc il doit se constituer en plus sa retraite, mais par le biais des lois Madeleine, tout comme pour la prévoyance et la santé, il y a des réductions qui sont effectuées. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo sur la protection du travailleur non salarié. Donc voilà les choix en fait en tant que dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on a une philosophie, une âme plutôt de croire en ce système de répartition? On a envie de pouvoir figer et cantonner ces cotisations, ces charges sociales qu'on va devoir subir en quelque part pour bénéficier de ce système de prévoyance, de retraite et de santé, ou bien plutôt croire indépendamment de ce système-là, à plutôt aller se le constituer soi-même. Ce sont vraiment des questions à se poser, à mon sens, quand on choisit ce statut. La différence entre ces deux statuts. Ensuite, ce qui va se passer concernant les différentes choses, c'est que d'un point de vue fiscal, quand nous allons être sur une EURL, une personne unipersonnelle, comme moi j'ai pu l'être jusqu'à fin d'année dernière, nous allons pouvoir être imposés, la société est taxée à l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire que le bénéfice que vous allez avoir de votre activité commerciale va être reporté dans votre impôt. Sur option, vous avez la possibilité d'optionner ce choix, de le voir avec votre expert comptable et de prendre l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est un point sur lequel nous avons abordé dans les vidéos. Chose qui peut être très intéressante pour minimiser sa fiscalité. Il est important de payer des impôts, mais qu'ils soient modérés ou pas, en fonction de la philosophie que l'on a. Moi, j'ai des clients qui sont contents de payer des impôts, d'autres qui le sont moins, d'autres qui voudraient le modérer. Donc ça, c'est vraiment une philosophie propre à chacun. Voilà ce qu'il en est au niveau des impôts pour la SARL. N'hésitez pas, vous qui êtes connectés, à me poser vos questions, qu'on puisse interagir, puisqu'aujourd'hui, c'est un talk show. J'adore parler, mais j'aime encore plus interagir avec vous. Donc, soyez là, n'hésitez pas, je suis là à votre écoute. Au niveau de la fiscalité sur les SAS, on va être de plein droit, de manière automatique, à l'impôt sur les sociétés. On ne va pas avoir ce choix de divergence entre l'impôt sur le revenu et cette IS. Voilà ce qu'il en est par rapport à ça. En ce qui concerne les revenus liés pour le dirigeant d'entreprise, ce qu'il va se passer.
vous pouvez soit avoir ce fameux revenu professionnel que vous allez pouvoir retirer de votre activité, mais vous allez pouvoir également percevoir un dividende. Là aussi, c'est un point qui est crucial, le dividende. Pourquoi? Parce qu'on a deux méthodes d'imposition de ce revenu qui est le dividende. Donc pour rappel, ce dividende est voté à l'Assemblée générale de la société une fois que toute l'activité, que les bénéfices ont été liquidés par le bilan et les associés se décident ou non de se prendre un dividende, un revenu complémentaire. Pardon. Hop, je viens d'avoir un appel. Excusez-moi. Ce dividende-là va permettre quoi? Il va être taxé de deux façons, soit par le prélèvement forfaitaire unique, qui est le PFU, taxé non pas à de 30% comme on l'entend souvent, mais de 12,8% et de 17,2% de prélèvements sociaux. Cet impôt-là, il est pris vraiment à la source. C'est un point qui est important. C'est-à-dire que dès lors que vous allez prélever le dividende de votre société, vous allez avoir ces 30%, 12,8% de taxes plus 17,2% de prélèvements sociaux qui seront pris. Et vous ne vous en occupez plus. Sinon, vous avez la possibilité, le PFU Anaïs, c'est tout à fait ça. Ça doit te parler. En ce qu'il en est, de l'autre façon, vous avez la possibilité de pouvoir déclarer ce dividende dans votre avis d'impôt, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur lequel il y aura un abattement de 40%. Et par la suite, vous aurez 17,2% de prélèvements sociaux qui seront imputés également. C'est important de faire ces deux méthodes de calcul parce qu'en fonction de votre tranche marginale d'imposition, même si on se dit, ouais, non, au final, je suis taxé à 30%, vous n'êtes pas taxé à 30%. PFU, c'est 12,8 plus 17,2. C'est deux impôts complètement, deux taxes complètement différentes. Vraiment, prenez conscience de cela parce que, mon Dieu, mais le nombre de bilans que l'on fait où on a des dirigeants d'entreprise qui se prennent des dividendes et ils ont un prélèvement forfaitaire unique qui est fait directement alors que ça serait plus intéressant pour eux de passer par la déclaration dans l'impôt. Nicolas, qui est notre ingénieur patrimonial, pourrait vous le dire mieux que moi en termes de nombre, mais on a, on va dire, presque 98% des dirigeants d'entreprise qui sont en PFU alors qu'il vaudrait mieux qu'ils passent par la déclaration dans l'impôt. Donc surtout, demandez conseil, que ce soit votre conseiller en gestion de patrimoine, à votre avocat fiscaliste ou à votre expert comptable, de vous faire cette mécanique-là, ce benchmark mathématique pour savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous, puisque chaque situation est unique d'une personne à une autre, d'une situation à une autre. C'est très important. Voilà ce qu'il en est au niveau de la fiscalité, d'un point de vue des bénéfices des sociétés, mais également au niveau du dividende. Alors, David me demande... Bonne question. Donc, dividende, pas PFU ou PFU? Haha, grande question. Alors, dividende, PFU ou pas PFU? Tout dépend, David, de ta situation, de ta tranche marginale d'imposition. C'est un point qui est important, comme je le disais. Si tu es soumis, si ta tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, PFU peut être très intéressant. Maintenant, il faut voir. Posons les chiffres ensemble, je t'invite à nous rejoindre parce que vraiment, ça, il faut qu'on y réponde de manière vraiment précise. Une situation est différente à une autre. Mais je te souhaite d'avoir beaucoup de dividendes de ton activité professionnelle pour faire accroître encore plus le patrimoine. Et bien sûr, Anaïs, tu peux les deux, mais il faut faire un choix. C'est soit tu prends le PFU, soit tu passes par l'imposition. Mais il y a un choix qui est à faire en fonction de la situation de chacun. C'est pour ça que nous, quand on fait nos analyses patrimoniales, quand on traite sur le point de fiscalité, on va aller voir quel est le mode d'imposition qui est le plus intéressant d'une personne à une autre, d'un foyer fiscal à un autre. Alors, j'ai l'un de mes collaborateurs qui me demande s'il y a un capital minimum à verser pour la constitution des sociétés, que ça soit en SARL ou SAS. Donc, la réponse à cette question est non, il n'y a pas de minimum en capital social à verser. Je rebondis sur une chose qui est importante. Audrey, oui,
Je suis d'accord avec toi, tu le lui souhaites également, David. Au niveau du capital, donc de la constitution des sociétés, on va avoir les mêmes process, les mêmes procédures, les mêmes démarches administratives, ça va être également le même. Il va falloir rédiger des statuts, il va falloir aller déposer sur un compte séquestre à la banque le capital social, en attendant que la société soit déclarée et soit, j'ai mangé le nom, paraisse au niveau du journal officiel. Donc il y a toutes des parutions à faire. Une fois que tout cela est effectué, le capital social va être libéré et va faire place à une ouverture de compte classique et ne sera plus sur un compte séquestre. Voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Donc des démarches, que ce soit l'une ou l'autre, identiques. Vous allez passer par les mêmes étapes. La seule différence qu'on va pouvoir avoir, c'est que par le biais de la SAS, on est moins figé par la réglementation, par ses statuts en fait. Vous allez pouvoir la travailler de manière plus sur mesure pour régler au mieux certaines choses, surtout quand on est associé. Mais la SARL reste de manière quand même avec un fonctionnement, une réglementation qui est plus rigide, plus figée, parce qu'elle est régie par la loi. Alors que par la SAS, on va être plutôt, c'est l'organisation qui est prévue dans les statuts, le règlement intérieur, la règle du jeu prévue pour la durée de la société, qui va être au-dessus des lois. Donc, c'est un point important à mettre en place. Salut Karine, j'espère que tu vas bien depuis hier. Karine vient de se connecter et de nous rejoindre. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout cela. J'espère que ces informations-là vous aideront à faire vos choix si vous avez bientôt le projet de vous installer. On va aborder plus tard le sujet de la transmission d'entreprise et des cessions. Alors pour faire un petit peu de teasing par rapport à cela, en SARL1, ce sont des parts sociales que nous détenons. Le droit d'enregistrement est fixé à 3% après un abattement de 23 000 €. Et oui, on a encore des abattements en France, donc il faut en profiter. La SAS, c'est plutôt une cession, on parle d'action, où on a un droit d'enregistrement de 1%. Donc, vraiment, quand vous voulez faire un choix entre SARL1, SAS, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelles sont les vraies différences? Le fait qu'elle soit plus ou moins rigide par le biais de la rédaction des statuts. Le statut du dirigeant, est-ce que vous allez privilégier un statut de travailleur non salarié ou vous allez vous-même aller cotiser, faire des compléments d'assurance pour vous protéger sur votre prévoyance, sur la santé, sur la préparation de la retraite ou plutôt aller interagir avec la SAS sur un statut plutôt d'assimilé salarié sur lequel vous cotisez au même titre qu'un salarié classique, contractuel. Vous allez aussi avoir cette notion de fiscalité et puis aussi mais par rapport à la cession des dividendes, mais ça c'est tard quand vous allez vouloir vendre la société, à moins que vous ayez fait une start-up qui a décollé et vous voulez céder vos parts, sur lequel on va avoir cet écart SAS, on a 1% de cession, alors que sur l'autre on va avoir 3% de frais de cession avec un abattement de 23 000 €. J'ai des personnes qui me posaient aussi comme question, ouais mais finalement je m'installe, j'ai envie de pouvoir bénéficier au maximum des aides de l'ACRE pour pouvoir constituer une trésorerie confortable pour mon entreprise. Et oui, c'est un excellent conseil. Du coup, qu'est-ce que je dois faire pour minimiser? Puisque quand on est travailleur non salarié, une chose qui est importante au niveau de la sécurité sociale des indépendants, que vous soyez rémunéré, que vous preniez un revenu professionnel ou non, vous avez toujours un minima à verser chaque année, qui est aux alentours de 1000 ou 1120 €. Ça a peut-être dû augmenter un petit peu, mais on est sur cette moyenne-là. Alors que quand on est en SASU ou en SAS, il n'y a pas de minimum social à verser. C'est au premier euro déclenché en revenu pro que vous êtes taxé. Donc, il faut faire attention au choix de départ. Vous pouvez aussi choisir de vous mettre en SAS ou en SASU, de n'avoir rien de prélevé et basculer sur l'autre structure. La différence qu'on va avoir, c'est que lorsque on va devoir faire une modification de statut en SAS, on va avoir un commissaire aux comptes, alors que sur la SARL, nous n'en aurons pas. Voilà les points
de différence. Donc vraiment à calculer mathématiquement parlant. Mais encore une fois, ce n'est que des règles, ce n'est que du fiscal. En termes de gestion de patrimoine, on nous pose souvent la question, nous, la plupart de nos clients souhaitent réduire leurs impôts, en payer le moins possible, même si certains comprennent l'intérêt qu'il y a à en payer par rapport au système de sécurité sociale que nous avons en France et un système économique avec les choses qui sont gratuites, comme l'éducation nationale notamment. Mais un point qui est vraiment important à regarder, ça va être toutes ces choses liées à la réglementation et à votre philosophie que vous voulez avoir en tant qu'indépendant. Ne vous fiez jamais uniquement au fiscal, puisque le fiscal, la loi de finances change chaque année. Donc chaque année, on est susceptible d'avoir des modifications. Karine me dit SAS à URL, commissaire au compte, mais l'inverse non. Alors, la différence, alors tu me dis la SAS à URL, commissaire au compte, mais l'inverse non. Alors par rapport à cela, en fait, ça dépend des seuils qui vont être sur lesquels on va devoir agir par rapport à cette bascule, s'il y a besoin d'intervention du commissaire au compte ou pas. Voilà par rapport à tout cela. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce premier talk show de l'année? Pour finir ce mois de janvier en beauté. Apparemment, j'ai dû tout vous dire, donc c'est au top. J'espère que ça aura pu vous aider à vous éclairer pour faire ce combat et ces différences entre SARL et SASU. Ah, parfait, merci Karine, je te remercie. Moi, je vais vous abandonner, je vais aller déjeuner au vu de l'heure qu'il est. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un excellent week-end. Surtout, si cette vidéo, ce live, pardon, vous a aidé, je vous invite à le partager à tous les entrepreneurs que vous avez dans votre entourage, aux personnes qui se posent des questions sur quel statut social avoir en tant que dirigeant ou quelle stratégie sociétaire prendre. Je te remercie Audrey. Désolée, j'ai encore été coupée à notre appel, décidément on a beaucoup d'appels chez Hacker Patrimoine. Donc merci, c'est moi, c'est avec grand plaisir que mon équipe et moi-même on adore vous donner de l'information vraiment claire, qui soit le plus simple possible. Et merci à vous tous de nous suivre. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Bye bye, très bon week-end, partagez, likez, aimez et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.